Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Alors, je suis Sabine Le Chatelier et je suis donc cofondatrice de Color Prescription avec Claude Villermet. Nous nous sommes rencontrés parce que toutes les deux, nous avons travaillé beaucoup dans le domaine du trend forecasting, de la prévision couleur-matière, pour plutôt dans les domaines d'amont de la filière, textile, matériaux, etc. Moi, je suis en plus enseignante à l'Institut français de la mode en textile et nous sommes ici pour parler de ce projet qui nous réunit. Je suis Claude Vuillermet. Comme Sabine a tout très bien raconté, je ne vais pas recommencer. On a fait un parcours assez équivalent. Couleur matière, c'est vraiment le maître mot qui a toujours guidé mon travail, et très intéressé effectivement par l'amont et par l'adaptation de la couleur à la matière et vice-versa. Une couleur plurielle, volatile, légère, agitée par le vent, insaisissable et changeante, capable de devenir très dense, sombre et inquiétante en quelques secondes. Une couleur, plutôt une couleur de la liberté, je dirais. Pourquoi choisir? J'ai toujours tendance à dire, en musique, on ne choisit pas sa note préférée. Pour moi, la couleur, c'est pareil. Euh, si je devais choisir une couleur, c'est une couleur qui chante ou qui dérange, une couleur qui raconte, une couleur qui plante le décor, qui change le monde, pourquoi pas. En fait, une, une couleur aussi décrite en mots, une couleur qui a toute sa puissance. Il peut y avoir 1000 définitions de la couleur. Pour moi, l'émotion artistique passe par la couleur ou par son absence. La couleur, c'est toujours un parti pris unique et personnel, ça j'y tiens beaucoup, et c'est tout sauf un consensus. Une définition de la couleur, pour moi, c'est d'abord une sensation, une émotion, une expérience physique ou psychique assez mystérieuse, finalement, très mystérieuse, très difficile à verbaliser, à rationaliser. Et pour moi, c'est ce qui fait son charme et sa puissance pour les artistes, pour les créatifs, pour nous qui manipulons la couleur au quotidien. Très jeune, j'ai découvert la peinture contemporaine. J'étais complètement fascinée par les aplats couleurs de Mondrian. Vraiment, je me suis mis du coup à aller dans les musées, et j'étais aussi très très intéressée par l'usage de la non-couleur que faisaient les artistes du milieu du siècle dernier, comme Robert Riemann avec ses carrés blancs, ou Robert Malaval et l'aliment blanc par exemple. C'est un cheminement professionnel, je dirais, qui a probablement soutenu et enrichi quelque chose, une réceptivité probablement inconsciente que j'avais, qui était non travaillée. Et je dois dire que le travail de bureau de style et de conseil que j'ai beaucoup pratiqué a été une école formidable pour composer avec la couleur, pour la mettre au point, pour contrôler sa conformité aussi, par exemple, pour la faire entrer en résonance avec des demandes ou des identités particulières. Donc pour moi, ce travail de couleur et mon cheminement dans la couleur, c'est comme d'avoir fait ses gammes au piano. Je parle beaucoup de musique, mais c'est comme d'avoir fait ses gammes pendant des années au piano. Donc de temps en temps, c'est bien de revenir à ses gammes. Mais aussi, maintenant, je dirais que je suis à même de déchiffrer une partition sans la lire avant ou d'improviser. Donc, c'est un cheminement, je dirais, à la fois humble et expert dans le domaine de la couleur. Ah, c'est une question assez vaste. J'ai souvent été inspirée par le traitement de la couleur des artistes et créateurs japonais, par leur manière d'utiliser l'indigo et le noir, mais aussi par les incontournables, magnifiques tableaux italiens de Tiepolo et Carpaccio, entre autres, grâce à la fraîcheur de leurs couleurs, pour moi, est inégalable, c'est mystérieux. Et Venise et la lagune, ils sont toujours présents dans mon œil quand je commence les gammes. Et puis la rue surtout en Angleterre, qui m'inspire parce qu'il y a une liberté dans les associations couleurs
que l'on ne trouve pas ailleurs. Les artistes, hein, moi je trouve que c'est vraiment l'émerveillement artistique en général qui m'inspire. Moi, je citerais Rothko, Cy Twombly, tous les expressionnistes abstraits américains qui ont un traitement de la couleur tellement puissant. Et puis, comme Claude, une fresque dans une église en Italie, quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Mais aussi, je trouve, dans mes modèles, mes sources d'inspiration, ça peut être quelque chose de très simple, simplement une matière, textile ou textile parce que j'ai beaucoup pratiqué, mais une matière dont soudain la grâce colorée est admirable, et excitante et inspirante. Les centres d'intérêt, ils sont multiples parce que c'est un métier où il faut vraiment être comme une éponge. Donc, suivant les moments, suivant ce qui se passe autour, ils sont multiples. Pour la recherche, effectivement, quand il y a une gamme qui arrive, on fait beaucoup de recherches artistiques. Moi, je suis influencée par la nature et les différents codes couleurs des pays que l'on parcourt. Je trouve que la diversité des goûts, des couleurs, c'est vraiment intéressant. Donc ça fait travailler parce qu'on ne reçoit pas comme ça tout au même niveau. Et moi, je dirais innovation, art, futurisme, science-fiction, littérature, nouveaux matériaux, voilà, tout ça, c'est une veille permanente chez moi et quelque chose que j'applique, soit à la couleur, soit à d'autres sujets d'ailleurs. Avec ce projet, Color Prescription, on a tout de suite pris un parti justement très singulier, au sens où, un peu à contre-courant de l'époque, on a focalisé, enfin on s'est concentré sur la matérialisation de la couleur et de l'exprimer par de la matière, par du tactile, par du sensible, et on a carrément fui la digitalisation, la dématérialisation à l'œuvre partout, tout le temps, en ce moment. Donc ça, c'est vraiment cette approche très particulière. La deuxième chose qui est très singulier dans notre approche, c'est le fait qu'on se concentre aussi sur un message couleur qui va être exprimé en une seule fois dans une de nos éditions. Et on ne va pas travailler une gamme avec un choix large, mais au contraire, on va travailler autour d'un parti pris mono. Et ça, c'est un petit peu notre originalité et aussi ce qu'on a apporté, je pense, de nouveau dans le travail de la prospective couleur, pour être vaste. Voilà. Un grand enthousiasme devant une approche nouvelle, une compréhension aussi de notre parti pris, ce qui n'était pas tout à fait évident au départ, et des gens de nature extrêmement différente, des créatifs ou des gens du marketing, qui ont l'air vraiment de comprendre qu'on a voulu les laisser libres de travailler avec notre parti pris couleur et avec un côté d'amusement aussi. Et donc, ce qui était important dans ce que tu me demandes là, c'est la réaction d'enthousiasme des gens à qui on a pu s'adresser pour montrer le projet. Et je dirais même aussi, non seulement d'enthousiasme, mais d'attente. On a vraiment senti on remplissait quand même une certaine attente, une certaine frustration, peut-être due justement à la dématérialisation de notre vie quotidienne, due à la période qu'on vient de passer aussi, où cette dématérialisation a été très à l'œuvre. Et on sent vraiment, quand on montre cet objet, le plaisir de toucher, le plaisir d'extraire les matériaux de la boîte, un peu comme si plein de gens nous ont dit c'est comme un cadeau. Oui. C'est comme d'ouvrir un cadeau. Comme c'est une Voilà. boîte en plus, évidemment, ça renchérit. Je trouve que la couleur a une place de plus en plus importante dans la vie des produits.
et une place assez longue aussi. Donc, elle a le temps d'arriver et puis de s'installer, et puis elle reste. Très souvent, elle reste très longtemps. Et c'est important d'utiliser la couleur pour se différencier dans les produits. Mais il faut la préconiser avec beaucoup de subtilité. Le mot subtil est quand même aussi dans ce travail de prescription de la couleur. Pour nous, c'est très, très important, pas seulement pour moi, mais pour Sabine aussi, d'être subtil, de ne pas avoir des recettes toutes faites, de réfléchir vraiment aux fondamentaux de ces couleurs. Pour moi, l'évolution de la couleur, c'est quand même toujours autour du plaisir, d'une expression de plus en plus personnelle. Ça, j'y crois beaucoup à la notion de plaisir. Et puis, après, pour être un peu plus pragmatique, je dirais l'évolution aussi de sa production avec des innovations prometteuses qui vont pouvoir permettre de la produire différemment, de la produire mieux, et peut-être que ça va faire naître aussi, non pas d'autres couleurs, mais d'autres natures de couleurs. Et puis, voilà, donc je pense que c'est quand même toujours un work in progress que notre appréciation de la couleur, elle va évoluer aussi en fonction de ces standards, des nouveaux standards qui vont apparaître ou qui vont disparaître. J'en sais rien, c'est une question très intéressante à mon avis. Je rêverais de construire un livre. Je dis construire parce que ce serait un objet où les mots et les couleurs aient une résonance très particulière. J'aime beaucoup les mots et les couleurs. Mais voilà, il n'est pas encore en route, hein, ce projet, pas du tout. Moi aussi, c'est en fait quelque chose d'assez littéraire, voilà, c'est probablement un fantasme. Un projet, je dirais un projet multidisciplinaire, quelque chose comme une thèse, mais une thèse qui serait réflexive en fait, plus qu'appliquée. Je trouve que peut-être après des années d'expérience, je suis plutôt dans un besoin de réfléchir. Voilà, mais bon, c'est un peu un rêve. Je ne sais pas si je suis vraiment faite pour ça en fait, en vrai. Le blanc, la page blanche, saisir la liberté où pourra s'inscrire ou pas une couleur. Pour moi, nom de couleur, je dirais tous les noms qui sont imagés et un peu drôles en général, j'adore. Alors, j'en citerai juste un, ventre de puce, par exemple.